Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous proposer un podcast sur le secteur intérieur renouvelé de OKC cette saison. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the Levert feed. Oh my! Alors, on voulait vous proposer un petit podcast sur le OKC Thunder dont on n'a pas tant parlé que ça cette saison, alors qu'on est quand même sur le top 2 équipe de la NBA, la meilleure équipe de la conférence Ouest, en tout cas en termes de bilan. Et on voulait vous parler notamment du secteur intérieur de cette équipe qui a été quand même grandement renouvelée cet été, alors surtout par l'arrivée d'un joueur, mais qui a quand même pas mal bouleversé la rotation d'OKC. Et on est avec Paul pour parler de tout ça. Salut Paul, ça va ? Ça va et toi? Bah écoute, moi je suis toujours content de parler d'OKC et de ce projet qui est sans cesse renouvelé. On est quand même face à une des équipes qui a le plus l'habitude de se renouveler, donc je trouve ça toujours intéressant moi de parler d'eux pour le coup. Ouais, et puis ça bosse très très bien dans les bureaux aussi. Bah, Ok, alors là, ouais. Là, d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'article de Jérém. Jérém vous a fait un article en début d'année sur la construction des drafts à venir d'OKC et sur le fait que ça pourrait vite continuer à grossir, mais surtout que ce serait bien de balancer un trade, s'il vous plaît, pour que vraiment cette équipe se termine. Et cette équipe qui fait partie un peu des nouvelles équipes de la NBA. D'ailleurs, je regardais là le top 3 de la conférence Ouest, c'est quand même 3 young corps avec Houston, Memphis et OKC. T'as une préférence, toi, Paul, entre les trois ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop de débat à l'heure actuelle sur le fait que c'est OKC qui a le meilleur young core. Maintenant, moi j'aime beaucoup celui des Rockets. Je trouve qu'ils ont construit une équipe ultra athlétique et pour l'instant ça marche vraiment bien. Après, il manque un peu, je pense, il manque un leader, un franchise player pour l'instant. Bon, peut-être qu'ils l'ont dans l'effectif et qu'on ne le voit pas encore. Et j'aime bien celui des Rockets, mais je pense que celui d'OKC, c'est un autre niveau. Mais ce qui est intéressant sur ces trois équipes, c'est que ces trois équipes qui, dans leur front office, ils ont un mec donc qui draft très très bien et ils ont au moins un mec du site internet qui s'appelait The Stepien, Okay. où en fait c'était des mecs qui se sont retrouvés et qui parlaient énormément de draft, qui scoutaient énormément et qui produisaient pas mal de contenu sur leur site et sur Twitter. Et c'est des mecs qui ont été recrutés par ces managements. Et aujourd'hui, quand tu vois le succès de ces équipes, tu te dis, en fait, ça a été le bon choix des managements de se tourner vers ces mecs-là, parce que y a un vrai succès au niveau de la draft, quoi. Bah ouais, carrément. Et puis moi, je suis d'accord avec toi. J'aime bien aussi le young core des Rockets. Effectivement, il leur manque. T'as une idée, toi, en tête, quand tu dis peut-être que franchise player est dans l'effectif, mais qu'on le sait pas. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est vraiment ce qui leur manque. C'est-à-dire, il leur manque la dernière pièce, là, un vrai franchise qu'OKC a déjà avec Shai pour le coup. Mais t'as un mec. Amen Thompson, moi, je pense que Amen Thompson, il peut devenir un franchise player. J'ai l'impression qu'il a, en fait, il a un tel, il a de telles qualités athlétiques que moi, je trouve que c'est presque du jamais vu depuis Giannis. Je dis pas qu'il va atteindre le niveau de Giannis, hein, mais je dis une telle qualité athlétique liée à quand même à des skills balle en main qui fait que je peux le voir en franchise player. Ouais. Ouais, moi j'adore Amen Thompson. Je suis un peu comme toi, c'est un peu un ovni. Bon, de toute façon, le podcast n'est pas sur les Rockets, on va pas y passer trop de temps, mais c'est un peu un ovni, je trouve, Amen Thompson. Parce que je trouve que c'est un profil unique, quoi. C'est-à-dire que sur le papier, il a plein de limites structurelles par rapport à ce que demande le jeu aujourd'hui, mais ses qualités sont tellement impressionnantes. Qualité de cut exceptionnelle, qualité physique. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, physiquement. Et un gros moteur en défense. Ouais. Un moteur incroyable. Alors, je sais pas si c'est un franchise, parce que je pense que ça a manqué d'autonomie offensive, mais par contre. Peut être un top 3 joueur d'une top équipe. Enfin bon, aujourd'hui, on va vous parler d'OKC et comme on vous l'a dit, on voulait un peu revenir sur le grand changement qu'il y a eu quand même cet été. C'est l'arrivée d'Isaiah Hartenstein et dans le prolongement de l'arrivée d'Isaiah Hartenstein et de la blessure en plus de Chet Holmgren, je pense que Paul, durant le podcast, je vais galérer 2-3 fois sur Hartenstein. Alors quand tu dis Hartenstein tout seul, ça va à peu près, mais quand tu dis Isaiah Hartenstein et que tu parles un peu vite, ça peut vite être catastrophique. Mais en fait, il y a eu son arrivée cet été et en plus, il y a eu la blessure de Chet Holmgren assez tôt
dans la saison, qui fait que la façon dont OKC a construit son secteur intérieur a pas mal bougé. Et je pense que c'est quand même un élément important dans la construction de leur saison. Donc on va essayer de découper le podcast en 3 parties. Dans un premier temps, on va revenir justement sur cette arrivée de Hartenstein et sur ce qu'il a pu apporter. Ensuite, on ira sur un élément assez structurant de leur saison quand même. C'est l'utilisation du small ball qui est quand même assez présente et qui a quelques caractéristiques. Puis on essaiera de se projeter sur ce que Chet peut apporter à cette équipe. Est-ce que ça te va, Paul, si on part là-dessus et qu'on se lance sur Yes, ça. Eh ben, allons-y. Peut-être juste avant de démarrer sur Hartenstein, ça peut être bien de faire un petit retour en arrière sur pourquoi cette équipe d'OKC a eu besoin de bouger son secteur intérieur. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Vous pouvez retrouver un article sur le site de QBasket sur OKC qui doit s'appeler Driver, Shooter, Écran, quelque chose comme ça. La nouvelle triple menace que pour le coup j'avais écrit sur la construction de l'effectif d'OKC et du jeu d'OKC, mais pour être assez rapide, en fait, c'est une équipe qui a basé son attaque sur le 5-out et sur l'hypermobilité de ses joueurs. Tous les joueurs en fait qui sont sur le terrain, qui sont mis sur le terrain, l'idée c'est qu'ils soient capables de driver, de shooter et de mettre des écrans, avec notamment beaucoup de mise en avant des écrans sur des petits pour pouvoir cibler les mismatchs. Et c'était un modèle qui, la saison dernière, je ne sais pas ce que tu en penses, mais était quand même assez fonctionnel et qui, à minima en saison régulière, avait montré ses qualités, quoi. En plus, dans un contexte où Chet à la fois assurait le 5-out par son shooting, mais aussi de la protection de cercle, quoi. Ouais. Et après, il y a eu un énorme boost d'efficacité à 3 points. Ouais. Mais là où j'étais un peu déçu aussi de la série contre les Mavs, c'est que ça manquait un peu de diversité offensive dans les schémas de jeu. Et on le voyait quand même en régulière. Je trouvais qu'en régulière, il y avait. Alors, tu étais limité aussi par rapport aux joueurs que tu avais, mais il y avait un peu plus de diversité que sur la série contre les Mavs. Mais ils avaient une identité. En fait, ils ont une identité depuis que Denio est arrivé, qui est en fait, on va driver beaucoup plus que tout le monde. Et finalement, quand tu tournes ton effectif autour de ton identité, ça marche, quoi. Après, il y a toujours des limites potentielles en play-off, mais c'est sûr que c'est une stratégie qui a bien marché, quoi. Ouais, t'as raison, effectivement, de parler de la série contre Dallas, qui, alors que effectivement ce système de jeu avait été très fonctionnel durant la saison régulière, ils finissent premiers, ça fait erreur de ma part de la saison régulière, j'ai un petit doute, mais il me semble qu'ils finissent premiers de la saison régulière l'année dernière. Premier égalité, mais ouais, je sais plus s'ils étaient. Non, c'est Minnesota, je crois, qui fait premier au final. Ouais, t'as raison. Non, eux ils font 3e, c'est. Ouais, non, si, ils finissent premier le Thunder. Ouais, je crois, ouais, je suis un peu paumé, mais en tout cas, ils sont dans le tout haut avec une énorme progression. On avait vu certaines limites en play-off, et notamment en demi-finale de conférence contre Dallas, où en fait, pour contrer le jeu d'OKC, Dallas avait insisté sur quelques points assez précis. Déjà, ils avaient choisi de laisser Lugendort plutôt open tout au long de la série, en faisant le pari qu'il ne mettrait pas ses shoots, ce qui a été le cas, et tu l'as dit juste avant, Paul, ils ont été quand même bien boostés durant l'ensemble de la saison par l'efficacité extérieure de certains joueurs qui n'étaient pas forcément prévus pour être aussi efficaces, ce qui leur permettait en fait de protéger le cercle fortement et d'imposer leur physicalité pour empêcher OKC d'aller au cercle, et même s'ils drivaient pour pouvoir contrer un peu cette efficacité-là, et ça se traduit dans les stats, hein. Si vous regardez le match 6 qui était le match décisif, OKC en fait n'arrive pas du tout à aller au cercle, ils sont à 27% de fréquence au cercle, qui correspond au 23e percentile de la ligue, donc on est dans le dernier quart des équipes qui arrivent le mieux à attaquer le cercle. Donc le plan de Dallas avait bien fonctionné, notamment grâce à la présence de Daniel Gafford et de Blake Lively à l'intérieur qui dissuadait beaucoup, et ils avaient choisi de beaucoup attaquer le rebond offensif et de faire très très mal à OKC sur le rebond offensif, une fois de plus en imposant leur physicalité. Là encore, si on prend le match 6, 39% de rebond offensif sur ce match-là, ça correspond au 93e percentile, donc Dallas faisait mieux que 93% des équipes de la ligue de manière générale si on prend ce match-là. Tant et si bien que OKC a montré cette première limite durant cette série de playoffs. Leur système de 5-out marche tant que tout le monde met ses shoots dedans, mais finalement, on a l'air de partir sur un truc où tout le monde va faire quand même un choix de laisser une personne open parce qu'on ne veut pas concéder trop d'attaques de cercle, et ça avait plutôt marché pour Dallas dans ce cas-là, et on va imposer beaucoup de physicalité parce que, et ça j'aime bien avoir ton avis, on a pu sentir, et je trouve que c'est encore un peu le cas de cette saison, mais on a pu sentir l'année dernière une tendance chez OKC
à refuser le duel si l'équipe en face choisissait un plan, tu vois, très physique. Moi, je trouvais que c'était assez marqué quand même chez eux. Et donc, De quoi, à le, vite, le fait être beaucoup qu'il. dans le shoot et vite être beaucoup dans le mi-distance et à laisser tomber un peu l'attaque de cercle. Ouais, mais après, est-ce qu'ils avaient vraiment le moyen de répondre à de la physicalité en face, quoi? Ouais, je suis Tu d'accord avec vois? toi, ça met en avant un élément, tu as raison, que j'ai pas pensé, qui est assez essentiel. C'est la contrepartie de faire beaucoup de drive, des drivers moyens. C'est que tu risques d'être face à des mecs qui, s'ils sont bien défendus, mais en fait, ils abandonnent un peu leur drive. Tu vois, quand tu demandes à un Lou Dort de pénétrer avec régularité, ça reste un joueur qui a un handle moyen, qui a une capacité à le cercle moyenne. Et donc, en fait, c'est un peu ce qu'avait fait Dallas. C'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup fermé sur Shai Gilgeous-Alexander et demandaient plutôt aux autres de drive. Et ils avaient été un poil timides, quoi. Et moi, j'avais Ouais. trouvé ça assez marqué. Oui, puis le fait que, en fait, ils ont des drivers enfin, ils ont des drivers moyens parce qu'en fait, ils avaient que des rookies, des sophomores ou des troisième années, quoi, pour la plupart, T'as raison, ouais. à part exception. Donc, c'est sûr que le drive, en fait, quand tu arrives en NBA, tu sens qu'il y a des joueurs qui ont un bien meilleur drive que d'autres. Et c'est quand même une qualité que tu t'acquiers au bout d'un moment en NBA, sans que tu sois forcément énormément responsabilisé. Mais c'est un skill qui se travaille, quoi. C'est comme le shoot. Après, je pense que c'est plus facile d'avoir des qualités de driver, même si t'as pas trop le physique, que d'avoir un shoot. Mais bon, c'est pas le débat, mais, euh, Ce qui- mais oui, c'est ce qui leur manquait. Et c'est ce qui leur manque aussi, je pense, un peu même cette année. C'est des vrais bons drivers derrière Shai, quoi. Bah, c'est clair qu'en tout cas, leur plan de jeu qui est construit autour de l'attaque du mismatch au plus que possible conduit à faire attaquer le mismatch par des attaquants qui ne sont pas des attaquants racés et effectivement à certaines limites. Et moi, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que c'est moins le sujet du podcast, mais on peut en parler 2 secondes. Hein. Moi, je suis d'accord avec toi que je trouve que derrière Shai, il y a une vraie limite sur la capacité à drive en dehors de lui, d'autant que J-Dub est un peu moins dans le drive cette année. Et je trouve qu'il a beaucoup travaillé son tir à mi-distance. Et comme beaucoup de joueurs qui travaillent beaucoup leur tir, ils essayent de le mettre en valeur après pendant les matchs. Et je trouve qu'il a un peu abandonné le drive. Donc, ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Euh, mais en tout cas, pour répondre à ces problèmes qui avaient été identifiés, ils ont recruté durant l'été Isaiah Hartenstein. Peut-être, juste avant que je fasse un peu le déroulé là sur pourquoi Hartenstein, toi, globalement, t'en avais pensé quoi de ce projet de ramener Hartenstein au moment de l'été là? Bah moi, j'aimais beaucoup le joueur et je me disais, c'est intéressant parce que avec Chet en 5 qui s'est shooté et avec le passing d'Hartenstein, je me disais, il va y avoir des séquences où tu, tu peux avoir les deux sur le terrain ensemble. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'il y avait aussi une question de coût d'opportunité dans le sens où ils avaient quand même du spacing, je crois. Donc c'était assez incroyable qu'une équipe aussi forte quand même ait encore du spacing avec tous les contrats rookies qui valent pas grand-chose. Et le fait que tu puisses prendre un intérieur comme Hartenstein qui, bah, peut-être l'année prochaine, s'il recrute, tu vois, un peu plus de talent sur les postes 4, il sera peut-être juste un pivot remplaçant. Mais je pense que dans plein d'équipes, Hartenstein, c'est un pivot largement titulaire, quoi. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir un mec en fait qui répond à tes besoins de la physicalité sur le banc. Et même si peut-être que, alors je pense pas qu'il soit trop payé, mais dans le contexte du Thunder, avoir un pivot à 30 millions sur le banc, j'ai vu pas mal de fans du Thunder, tu vois, critiquer un peu ça. Et je trouvais que c'était un superbe coup d'opportunité. Et de toute façon, si jamais tu as envie de recruter une star par la suite et tout, bah, tu peux l'échanger. Et on sait que OKC, ils arriveront avec tout leur pic de draft, ils drafteront un pivot intéressant à la draft pour suppléer chez Tom Green, quoi. Ouais, avec un profil de contrat assez intéressant sur un 2+1 avec une team option sur la 3e année. En gros, la logique, c'était de se dire, on lui donne 2 ans de contrat, à la fin de ces 2 ans de contrat, il faudra payer J-Dub. Si jamais on sent qu'on a besoin encore d'affiner l'équipe, on n'active pas la team option pour pas passer au-dessus du second apron et pas perdre en flexibilité. Et par contre, si on sent que l'équipe peut aller au bout, on donne à J-Dub ce qu'il veut, on active Et le Chet team. aussi. Chet, c'est encore après. Chet, de Non, c'est mémoire. la même année, ils sont Oui, t'as draftés raison. la même année. C'est C'est les deux. juste que Oui, Chet, t'as raison. C'est les deux. Ouais, ouais, tout Chet à est fait. rentré un an plus tard. Et oui, parce que Chet, c'est déjà sa 3e saison en soi. Enfin, il a très peu joué, Ouais. mais c'est sa 3e saison. Et en fait, soit tu estimes qu'avec Hartenstein, tu peux aller au bout, et auquel cas, tu t'en fous de passer au-dessus du second apron et tu tentes le all-in. Soit tu le fais pas et tu gardes un peu de flexibilité. Moi, je trouve que. En fait, ce qui est compliqué à Hartenstein, c'est que c'est presque le meilleur des pivots role-players, tu vois. Parce que. Et je trouve qu'il y a des choses on va revenir dessus, mais qui fait excessivement bien. Tant et si bien que moi, j'ai pas de mal parfois à dire que c'est un top 10 pivot NBA, tu vois.
Alors, j'ai été surpris aussi au moment de son contrat. Mais finalement, en tout cas, la saison se déroule et je me dis, ben, ils ont complètement bien fait et son contrat, il le mérite. On est sur un des meilleurs, tu vois, pivots, effectivement, sur la dimension physicalité et fort. Enfin, on va revenir dessus dans le détail. J'avais un peu de doute, mais effectivement, c'était finalement assez bien senti. Alors, pourquoi Isaiah Hartenstein? Premier point, tout ce qui est attrait au jeu près du cercle. Hartenstein a une première particularité, on l'avait vu avec les Knicks, c'est que c'est un énorme rebondeur offensif. Au Knicks l'année dernière, il était 92e percentile des rebondeurs, enfin des intérieurs au rebond offensif. Donc en gros, il faisait mieux que 92% des intérieurs au rebond offensif. Et je crois que dans les intérieurs offensifs à plus de 1000 minutes, il était même 3e sur le pourcentage de rebond offensif. Donc vraiment un énorme générateur de rebond offensif. Et c'est globalement tout cet aspect rebond offensif, maillotcheur, tu vois, c'est un truc qu'on avait vu en playoff comme étant un élément essentiel pour aller loin. On avait vu Dallas avec Lively et Gafford, on avait vu Minnesota avec Rudy Gobert, Kat et Reed. On peut aussi noter les Lakers et Denver, parce que les Lakers sont dans la série contre Denver parce que Eddie est absolument exceptionnel dans ce rôle-là. Denver va loin aussi parce qu'ils ont Jokic. Et donc, Hartenstein apportait cet élément-là de joueur proche du cercle, capable de prendre des rebonds offensifs, et aussi de finir proche du cercle dans une équipe qui, quand le drive est coupé, a du mal à se rapprocher du cercle, notamment parce qu'elle pratiquait peu le pick and roll. Donc Hartenstein, derrière, c'était 73% de fréquence au cercle, 83e percentile, donc un joueur qui se rapproche énormément du cercle. Et donc, on se retrouve sur ce profil-là d'intérieur. Est-ce que toi, tu as eu une inquiétude sur le fait d'ajouter un intérieur qui, par contre, a une contrepartie, c'est qu'il ne shoot pas? Et donc, sur une équipe qui avait construit son système à minima offensif autour du shoot, bah, tu te retrouves avec un intérieur qui ne shoot pas. Toi, est-ce que c'était quelque chose que tu t'es dit, ça c'est étonnant? Bah oui et non, dans le sens où je trouve que cet été, on a vu en playoff qu'il y avait un vrai problème de spacing, mais tu savais qu'avec Hartenstein, tu résolvais 2-3 problèmes de spacing en attaque quand même, parce que c'est un gars qui a un vrai toucher près du cercle et qui apporte aussi un spacing vertical, même si je trouve que cette année on le voit pas trop, on en reparlera peut-être. Un gars aussi qui a un vrai passing que tu peux utiliser en hub offensif, en tête de raquette, avec du mouvement autour. Mais non, je pense que le truc, c'est qu'ils sont pas allés chercher cet été des mecs qui t'apportent du spacing sur les autres postes, quoi. Parce qu'au final, est-ce que c'est si dramatique que ça, si tu te rends compte que tu peux, face à une certaine match-up en playoff, que tu peux pas faire jouer Chet et Hartenstein ensemble? C'est pas très grave. Au pire, tu donnes que 20 minutes à Hartenstein, tu donnes 30 minutes à peu près à Chet, et tu as quand même une grosse rotation sur les postes de pivot. Et au pire, sur 2-3 séquences, tu les mets ensemble pendant 5 minutes et tout, et c'est pas très grave, quoi. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire du spacing sur les postes 1 à 4, quoi. Bah, c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'avec Hartenstein, ils se sont achetés, tu vois, une flexibilité dans la gestion du secteur intérieur. Moi, j'avais une petite inquiétude quand même, qui est que pour jouer avec un Hartenstein, je m'étais dit que pour jouer avec un Hartenstein offensivement, on va venir dessus, mais il faut quand même un fort joueur de pick and roll. Et tu vois, moi, intuitivement, alors je l'ai pas en fait, tu vois, j'ai pas le Jalen Brunson, tu vois, par exemple. Ou globalement, même un joueur qui me semble, tu vois, pouvoir profiter de la qualité d'écran d'Hartenstein et de sa capacité à se rapprocher du cercle pour le trouver. Je sais pas toi, mais moi, ça m'était apparu comme une forme de limite, ça, pour le coup. De quoi? Le fait que tu n'avais pas un joueur fort sur pick and Bah roll? ouais, pour jouer avec lui Bah, t'as Shai quand même. Tu trouves pas que Shai, c'est une bonne question ça. Toi, t'en penses quoi, tu vois, de Shai sur pick? Moi, je le trouve pas. Je le trouve très très fort sur isolation. Évidemment, il est exceptionnel là-dessus. Mais sur pick and roll, tu vois, je suis même pas sûr que je le mettrais en élite parce qu'au final, tu offres la possibilité à la défense de le trapper en faisant un pick. Et je trouve pas que son playmaking, tu vois, soit vraiment générateur de différence. Ouais, mais si tu le trappes, il sait quand même très bien snake le pick and roll. Donc, non, moi je trouve que c'est un super joueur de pick and roll, ouais. Après, il a jamais eu, sur les dernières années, il a pas eu un vrai pivot qui lui mettait des gros écrans finalement sur les dernières années où ils étaient compétitifs, quoi, suffisamment, le Thunder. Donc là, avec Hartenstein, t'as quand même le meilleur pivot sur les dernières années en termes d'écran. Ouais, sur la Même qualité si d'écran, exceptionnel. Ouais, même si il y a peut-être encore mieux, mais voilà. Mais je pense pas que le passing, je trouve qu'avec Shai, le passing, c'est pas un souci en fait, tellement qu'il est à l'aise balle en main, son handle est incroyable, son agilité, tu vois,
pour se démêler des blitz et tout. Je pense que c'est même pas un souci en fait avec Shai et son profil, le playmaking. Alors on va voir ce que ça a donné. Sachant Hartenstein a fait une déclat intéressante là il y a 2 semaines où il disait que justement on lui posait la question de ce que ça faisait de parler de Jalen Brunson à Shai. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait que tout le jeu avec Jalen Brunson, c'était de mettre des bons écrans pour pouvoir le libérer, parce que par contre, une fois qu'il est libéré, Jalen Brunson il est exceptionnel, notamment dans le jeu mi-distance, pour pouvoir mettre dedans. Et il disait que c'était un peu un contexte nouveau pour lui, parce qu'il se retrouvait pour la première fois avec un joueur avec lequel parfois il vaut mieux en fait de pas poser d'écran, tu vois, se poser au dunker spot, tu vois, sous le panier, et le laisser faire un peu ses trucs, et que pour lui c'était un peu déroutant, parce que lui c'est un peu un hyperactif, et se retrouver presque dans des positions statiques à certains instants, mais que c'était un apprentissage, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça peut donner cette impression. Mais oui, et d'ailleurs, je pense que c'était un problème aussi là, sur la série contre les Mavs, c'est qu'en fait, ils se sont dit, on va être en 5-out, donc on va mettre tout le monde, tous les joueurs, on va les mettre autour de Shai et on va laisser faire Shai ses ISO. Et en fait, on a personne ou presque dans le dunker spot. Et on a vu que c'était un problème parce que ils ont clairement pas assez utilisé le dunker spot sur leur 5-out, contrairement, tu vois, à une équipe comme Boston sur les derniers playoffs. Et avec Hartenstein, tu as quand même un pivot que tu peux mettre dans le dunker spot avec une vraie qualité de passe et aussi avec une menace verticale, quoi. Même si c'est pas une si grosse menace verticale que ça, quoi, Hartenstein, contrairement à Chet. Mais c'était un peu le souci, ouais, en playoff, c'était la gestion de leur 5-out et du fait que en fait, Shai, il avait pas tant d'espace que ça, et les Mavs ont pu faire des gros stunts et venir en aide de manière assez agressive sur les drives de Shai, parce que le 5-out, en fait, était pas ultra optimisé, quoi. Ouais, et dans le prolongement de ce que tu dis, c'est super intéressant. En plus, on voit qu'en NBA, il y a un peu une évolution, tu vois, sur la philosophie de l'utilisation du pick and roll. On a eu à un moment donné une vraie utilisation, tu vois, de spread pick and roll. Donc spread pick and roll, c'est vraiment ce qu'on appelle un 4 out ou un 5 out, et on joue du pick dessus. Et tu vois, on voit des équipes comme Houston ou comme Denver qui en fait préfèrent, à condition d'avoir un bon playmaker sur short roll, donc Sengun ou Jokic, en fait avoir un mec hyper athlétique qui est capable d'accéder au cercle pour justement profiter de la prise à 2 sur le pick and roll, qui crée une situation du coup de 2 contre 1, le pivot et éventuellement quelqu'un qui vient cutter. Et donc là, Aaron Gordon pour Denver et Amen Thompson en l'occurrence pour les Rockets. Et c'est une arme effectivement qu'avait pas OKC, et du coup c'est intéressant, tu vois, de voir Hartenstein là-dedans, parce que lui il est un peu capable de faire ça. Alors il leur manque un peu ce mec hyper athlétique capable de finir au cercle en partant du corner. On avait vu aussi Dallas l'avoir avec Derrick Jones, qui était beaucoup utilisé là-dedans, et en fait cette utilisation du pick te permet de moins subir le 3 points. Parce que le problème quand tu fais du spread de pick and roll, c'est qu'en fait tu peux obtenir des 3 points ouverts, mais c'est souvent du joueur que tu n'as pas envie de voir prendre 2-3 points. Et t'es là et tu dis, bon, bah si ça rentre, tout est fini, mais si ça rentre pas, je suis dans la merde. Et donc, c'est tout l'intérêt d'avoir un joueur comme ça. Donc, je trouve qu'en plus, c'est intéressant dans ce cadre-là. Et donc, pour regarder un peu ce que ça donne, du coup, Hartenstein, pour le coup, à OKC depuis des ans. Alors, déjà, je crois qu'il y a une stat qui est assez impressionnante. Je sais pas si tu l'as dans le détail, je regarderai peut-être après. Je crois qu'avec Hartenstein, ils sont à 23 victoires pour 2 défaites. La stat est complètement dingue. Sur les matchs que joue Hartenstein, je sais qu'ils étaient en 22-2, mais comme ils ont gagné l'année dernière, ils doivent être en 23-2 logiquement maintenant, mais à vérifier. Donc ça marche, même si ça ne marche pas que grâce à lui, en tout cas ça gagne des matchs. Premier élément, effectivement, il apporte cette physicalité dont avait besoin OKC. J'ai 2 stats qui montrent ça. Ouais, ils sont en 23-2, ouais. 23-2, c'est quand même quelque chose. Hein. Sans Chet, parce qu'ils ont pas joué ensemble. Ils n'ont pas joué ensemble. Il apporte cette physicalité dont ils avaient besoin. Quand il est sur le terrain, sur les paniers, les tirs qui sont pris près du cercle, la question du rebond qui se pose derrière, donc sur des attaques de cercle, qui prend le rebond, c'est une situation qui est assez importante. Quand Hartenstein est là, ils sont à plus 15% de rebond offensif. Donc ils prennent 70% de rebonds défensifs. Ils prennent 70% des rebonds défensifs quand le cercle est attaqué. Alors quand il n'est pas là, ils sont à 55%. Et quand eux attaquent le cercle, ils sont à plus 7% de rebonds offensifs. Donc Hartenstein apporte clairement cette présence au rebond qui leur avait fait défaut dans certaines de leurs défaites l'année dernière. Et ça, pour le coup, c'est assez fonctionnel. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que le risque que tu aurais pu avoir, c'est, ayant moins de Chet, c'est de voir les équipes adverses beaucoup attaquer le cercle. Ce qu'avait fait par exemple, ce qu'avait essayé de faire Dallas. Et en fait, on se rend compte, je ne sais pas ce que tu penses toi de la défense de cercle de Hartenstein,
Mais moi, je trouve que c'est plutôt un bon défenseur sur le pick and roll, un bon défenseur de drop, et qu'il est quand même plutôt capable, tu vois, de protéger l'accès au cercle. Et donc, ils n'ont pas tant perdu que ça sur cette phase avec Hartenstein en pivot, et c'est toujours une équipe qui protège pas trop mal le cercle, et en tout cas pas trop mal l'accès au cercle. Bien aidé par les extérieurs qui sont en plus de super défenseurs, hein, pour le coup. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est un très bon protecteur de cercle. Là où je le trouve vraiment impressionnant aussi, c'est sur les aides Hartenstein, où en fait, si l'équipe en face, en fait, elle décide de mettre un intérieur sur l'aile pour justement éviter qu'il soit en aide, lui, en fait, après, c'est une stratégie globale du Thunder, j'en reparlerai dans le 5-out, mais lui, il n'hésite pas à venir faire des grosses aides en fait, sur le joueur qui drive, et là, il est vraiment impressionnant. Mais sur les donc il n'hésite pas à dézonner pour venir aider, mais c'est vrai que sur le pick and roll, c'est pas niveau Chet, parce que niveau Chet, le niveau Chet, c'est générationnel, c'est élite, et c'est pas la même envergure non plus. Mais ouais, c'est un très bon protecteur de cercle, et il l'a prouvé aux Knicks ces dernières années, et là au Thunder. Et alors ça, c'est sur la partie défensive et physicalité où ça marche bien. Et donc sur la question moi, que je m'étais posée, comment il compense le manque de physique, et bah, tu l'as dit d'ailleurs, hein, c'est un bon playmaker. Alors, un bon playmaker, je veux bien qu'on revienne là-dessus. C'est un joueur qui génère du jeu. Je le qualifierais plutôt de joueur qui génère du jeu que de bon playmaker. Parce que c'est quand même un joueur qui a beaucoup de déchets dans son playmaking, moi je trouve. Mais globalement, la façon dont il essaye de compenser ce manque de spacing, c'est en l'appliquant beaucoup sur des passes de cut. Pourquoi ? Parce que dans le jeu d'OKC, structurellement, vous avez beaucoup d'écrans off-ball, notamment entre deux petits, où on va avoir le poseur d'écran qui cut au cercle et donc le mec sur qui on met l'écran qui ressort à 3 points. Et souvent, ça met la défense face à une situation qui est est-ce qu'on switch ou pas ? Et les équipes qui ne switchent pas, il y en a quand même pas mal, elles s'ouvrent en fait souvent à la cut dans le dos. Et en fait, ils essayent de pas mal mobiliser Hartenstein là-dessus. Je suis curieux d'avoir ton avis sur le playmaking d'Hartenstein. Donc, il fait beaucoup de passes d'ess, hein, il est quasiment à 4 passes d'ess par match, hein, ce qui est beaucoup. Si on regarde un peu niveau stats, il est à 18-19% d'assist percentage, ce qui met dans le 86e percentile des pivots, c'est énorme. Mais il est aussi à 16,6% de balles perdues par usage, ce qui le met dans le dernier quart des pivots sur les pertes de balles. Moi, je trouve que c'est un joueur qui a une énorme envie de faire la passe, qui n'est pas toujours très précis, et qui est parfois aussi un peu pris dans de l'emballement sur le dribble, ce qui lui fait pas mal perdre le ballon. Quel avis t'as, toi, sur son playmaking et sur cette utilisation qu'ils ont de playmaker un peu à la périphérie, là, sur la zone du mi-distance ? Non, mais tu l'as bien dit, tu l'as bien présenté. J'ai pas d'autres choses à dire, je trouve juste que ça apporte. En fait, ce qui est intéressant avec son profil, c'est que ça apporte de la diversité, parce que lui, il la maîtrise quand même s'il y a un peu de déchets, là, tu vois, la passe au rebond, il la maîtrise pour le coup vraiment bien. C'est moins le cas de Chet. Donc l'utiliser en hub offensif, en fait, ça apporte aussi pas mal de variété. Et je suis persuadé qu'en playoff, en vrai, je sais pas, parce que j'étais assez confiant sur Marc Daigneault, sur la variété offensive qu'il allait apporter contre les Mavs. Finalement, on n'a presque rien eu. Donc j'espère qu'ils vont continuer à l'utiliser comme ça. Et je trouve que justement, le premier match contre les Cavs, où ils le perdent, et le deuxième match, il n'était pas là, Hartenstein. Mais le premier match où ils le perdent, il n'y avait pas assez de séquences comme ça avec Hartenstein balle en main. Et ouais, c'est un bon passeur. Après, est-ce que tu peux vraiment lui donner plus de volume ? Enfin, c'est sûr que plus de volume, il n'en aura pas au OKC, parce qu'il y a d'autres mecs à fournir. Mais est-ce que dans une équipe un peu moins forte, si tu lui donnes plus de volume, ça peut être, tu peux avoir encore plus de séquences avec lui balle en main, et on verrait peut-être une autre forme de passing chez Hartenstein, je sais pas, mais de toute façon, ça se verra pas pour l'instant au Thunder, quoi. Ouais, tu rajoutes un élément qui effectivement est assez important, c'est son playmaking qui est au-dessus de celui de Chet. Ouais, t'as raison. Je trouve que Chet n'est pas un mauvais playmaker sur le drive, mais effectivement, dans les situations de pick and roll, là, en plus, il subit un peu sa taille et ses longs segments. Il est un peu plus lent et un peu moins adroit, et effectivement, Hartenstein ajoute ça. Donc ça, c'est le premier changement déjà qu'il y a eu à OKC. C'est donc cette arrivée d'Hartenstein qui apporte un peu plus de flexibilité offensive. Ils ont plutôt bien réussi à compenser les problématiques de spacing, même si on a un peu de problématiques de perte de balle là quand même qui ressort, et que c'est important. Mais par contre, vraiment, il a cet apport de physicalité qu'on a montré, même si on va y revenir, il peut avoir quelques limites. Tu as juste esquissé un sujet que moi je n'ai pas prévu d'aborder, mais peut-être que tu vas en parler, qui est sa finition. Tu as dit qu'on allait peut-être en reparler. Moi, globalement, juste sur sa finition, il y a un truc qui m'agace, c'est qu'il s'est acheté un flotteur là.
Et j'en peux plus là. Il va plus au cercle, il passe son temps à faire son flotteur qui Ouais. rentre pas mal. Mais moi, ça m'agace un peu, je t'avoue. Mais bon, après, je sais pas dans quelle mesure, tu vois, il est pas dans une phase d'apprentissage de ce geste-là et du coup, il le surjoue un peu durant la saison régulière et que il va se rapprocher du cercle durant les playoffs, quoi. Mais d'ailleurs, je crois que ses stats de fréquence au cercle sont en chute et Bah, en ses fait, stats elles de short ont. mid sont en explosion. Ouais, en fait, l'année dernière, il prenait 64% de ses tirs au cercle. Cette année, c'est plus que 33. Donc, c'est vrai qu'il en abuse un peu, en fait, de son flotteur. Il passe sa Maintenant, vie à le bon, il faire, est quand hein. même efficace. Sa, Quoi? il passe sa vie à le faire, ce putain de flotteur de Ouais. merde là. Ouais, Dans donc la c'est vrai gauche, qu'on là. le voit peut-être pas assez être plus rentable sur des shoots près du cercle. Après, le problème, c'est que en fait, je trouve qu'il y a un niveau de passing qui est vraiment bas en fait au Thunder. Je trouve que c'est quand même un des vrais problèmes de leur attaque. Shai, c'est quand même pas un grand passeur, loin de là. J-Dub, il y a des choses intéressantes au passing J-Dub, mais voilà. Donc au final, en fait, tu peux pas vraiment l'utiliser. Je pense pas que ce soit une si bonne lob threat que ça sur des séquences. Et tu peux pas vraiment l'utiliser parce qu'en fait, il n'y a pas un très bon niveau de passing, quoi. Il n'y a pas non plus un jeu collectif avec énormément de mouvements, très léchés et tout, qui permettrait en fait sur une extra passe de pouvoir aller le chercher en hauteur. Donc c'est un peu le souci aussi. Oui, et puis l'arme du flotteur, hein, pour le pivot, c'est ce qui te permet de vivre au scoring sur les short rolls. Notamment si tu n'es pas quelqu'un d'aussi technique qu'un Sengun ou un Jokic pour te rapprocher du cercle, développer ton short mid et donc ton flotteur, ça te permet de rester dangereux au scoring si on te joue beaucoup sur le short roll. Et donc on l'a dit, il est beaucoup utilisé sur le short roll pour son playmaking. Mais du coup, il faut garder une zone de danger. Et lui, il n'est pas capable de prendre la balle au lancer franc, de poser un dribble et de Thomas. Donc, il essaye de compenser, je pense, avec ce flotteur pour continuer à être dangereux à la fois sur la passe et sur le scoring là-dedans. Mais donc, il y a bien des séquences sans ce bon vieux Hartenstein. Et on voit bien que Jalen Williams joue moins cette saison. Et donc, l'autre aspect de leur secteur intérieur, et là je vais te laisser la main, c'est l'utilisation du small ball, qui est assez intéressante. Et on va vous faire un petit segment là-dessus et je te laisse la main pour en parler. Ouais, donc le Thunder, bah, ils utilisent beaucoup le 5-out. Alors, en fait, c'est pas vraiment voulu parce que quand normalement t'achètes Hartenstein qui sont pas blessés dans le meilleur des mondes. Donc en fait, si les deux étaient moins blessés, en fait, ils l'utiliseraient pas, quoi. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on voit cette équipe faire du 5-out et en fait, ils le font extrêmement bien. Donc déjà, dans un premier temps, je pense qu'il y a un truc avec OKC et avec Sam Presti, c'est qu'ils recrutent des mecs qui sont peut-être pas, qui sont un peu undersize, mais qui ont une énorme envergure. Tu vois, je sais pas si tu connais sur Twitter un compte qui s'appelle NBA Signings où en fait juste avant la draft ils te donnent c'est intéressant parce qu'ils te donnent les mensurations des mecs et tout. Et avec J-Dub, ils te mettent la wingspan, donc l'envergure de J-Dub. Et en fait, elle est tellement énorme qu'ils mettent ils ont mis un point d'exclamation juste à côté, tu vois, ça m'a fait rire. Et c'est pareil, tu vois, des mecs comme Cason Wallace, en fait, il est pas très grand, il doit faire un 90, 92, mais en fait, il a une envergure de zinzin. Et là, bon, lui, on le voit pas trop cette saison, mais Dillon Jones, quand ils le prennent, en fait, ils savent qu'ils prennent un mec avec une énorme envergure. Et dans un 5-out, ce qui compte, c'est vu que tu sais que tu perds de la taille, mais en fait, il y a un mec sur Twitter, c'est un fan des Lakers, mais je sais plus comment il s'appelle, c'est un Américain. Il avait dit ce serait bien qu'on ait une espèce de box, enfin un espèce de stat qui te donne un peu à quel point est-ce qu'un joueur est dominant physiquement, parce que la taille c'est juste un indice et derrière il y a le physique et il y a aussi l'envergure en fait. Parce que la taille juste comme ça au basket, en fait bah, l'envergure compte aussi pour beaucoup, quoi. Donc dans le recrutement de Casey, il y a un vrai aspect qui est bah, en fait à quel point est-ce que oui, on prend des mecs undersize, mais on prend des mecs avec une grande envergure et en fait on sera pas trop pénalisé par le fait que ces mecs soient undersize, quoi. Donc un des premiers aspects, c'est ils ont peut-être des mecs un peu undersize mais qui compensent avec une envergure qui fait que le manque de taille se voit pas trop. Je sais pas ce que t'en penses sur ça. Ouais. Ouais, il y avait d'ailleurs, je sais pas si tu as vu en conférence de presse il y a une semaine, Shai qui rigolait de la taille de J-Dub. En fait, il voulait le mettre en avant sur son travail défensif sur les bigs, on va certainement revenir dessus, et où en fait il disait à quel point c'était exceptionnel, et il disait, vous vous rendez compte, c'est un 6-4. 6-4 ça fait combien? 6-4 ça fait 1m95, un truc comme ça. Et J-Dub disait, non, je suis pas 6-4, je suis 6-6.
Et Shai, ils sont rentrés dans une espèce de tirade, tu vois, drôle. Ils disent non, arrête tes conneries, c'est juste que t'as des grands bras, mais tu fais 6-4. Et donc, déjà, ça traduit effectivement le fait que la taille des bras est importante. Non, mais effectivement, ils ont des joueurs très grands. Tu pourrais rajouter d'ailleurs Ousmane Dieng là-dedans, qui a pas mal été utilisé en pivot et qui est un très bon exemple, un mec de 2 mètres, mais qui a des bras immenses. Et Dort, il est tout petit. Hein. Dort, quand tu regardes sa taille, je crois qu'il a un 93, un 92. Hein. Mais en fait, il est hyper tanké, il a des très grands bras. Et effectivement, premier élément défensif important. D'autant que ces mecs-là, tu vois, si tu prends J-Dub et Dort, ils sont pas très grands, longs bras. Et là, je veux bien qu'on en parle. Ils ont une physicalité, pour le coup, on en parlait avant, énormissime, tous les deux. Ce qui leur permet de rester un peu sur les bigs. Alors, je sais pas si tu voulais continuer là-dessus, mais moi, je trouve que c'est un élément important, tu vois, dans cette utilisation du small ball. Ouais, et surtout si en fait, ils sont capables de. En fait, ce qui est très intéressant aussi avec ce 5-out, c'est que quand tu es face à un big qui est pas ultra tanké, qui est pas genre Joel ou Jokic, et que tu mets un Lou Dort, en fait, tu perds pas tant que ça physiquement, quoi. Tu vois, où tu mets un J-Dub, on l'a vu sur des séquences. Physiquement, c'est des mecs qui sont capables de tenir. Et vu qu'en général, ces pivots un peu moins physiques, ils ont aussi du mal à driver balle en main, ils ont un centre de gravité haut, qui fait que quand ils drive, quand ils dribblent, bah, c'est pas très compliqué pour ces mecs-là de venir intercepter ou de venir être très agressif sur la balle pour provoquer une faute, quoi. Bah, Donc, c'est vrai que c'est un des aspects qui est important là-dessus, quoi. surtout que souvent, ils utilisent ce small ball face aux remplaçants ou aux second units de l'équipe adverse. Et tu as quand même peu, dans les secondes unités NBA, tu as quand même peu d'intérieurs implacables à la finition qui seraient en plus de ça des bons passeurs. Et moi je trouve que c'est un élément fort, tu vois, sur leur small ball, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est l'utilisation de la prise à deux dans l'angle mort. C'est-à-dire qu'ils essayent beaucoup d'aller emmener le pivot loin, soit de J-Dub, loin visuellement, soit de J-Dub, soit de Dort. Et dès qu'en fait il enclenche son dribble, prise à deux. Prise à deux qui vient généralement dans son dos. Alors ça peut être Shai aussi parfois, qui vient dans son dos et en fait il est perdu parce qu'il a pas. Souvent c'est, tu vois, comme tu dis, tu vois, c'est pas Embiid, c'est pas Jokic. Souvent c'est des pivots remplaçants. Ils ont pas la qualité en fait pour réagir à ça. En fait, c'est même pas des prises à 2, c'est des prises à 3 la plupart du temps. C'est qu'en fait, ils viennent à 3 sur le porteur de balle, quoi. Et c'est vraiment impressionnant. Et tu vois, sur le match face aux Cavs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le défenseur qui défend sur Garland, quand il y a un autre joueur des Cavs qui drive, parce que les Cavs, c'est quand même une équipe incroyable sur à quel point est-ce que il y a beaucoup de joueurs qui peuvent driver, et il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont un vrai bon passing sur drive. Et donc ils en ont beaucoup souffert au match aller. Et donc ils se sont dit au match retour, bah en fait on va le faire d'autant plus et on va pas hésiter en fait si on a un joueur qui défend sur Garland à venir lâcher complètement Garland sur la défense et venir vraiment sur le driver pour empêcher la passe. Et en fait ils l'ont super bien fait et tu vois plein de séquences où tu dis putain en fait ils ont les couilles entre guillemets, tu vois, de lâcher Garland qui est quand même un des meilleurs shooters de la ligue pour venir suraider sur le drive. Et en fait ça marche parce que ils sont très en fait les rotations sont super bien faites, elles sont faites en rythme. C'est important aussi, tu vois, de faire des rotations dans le bon rythme, dans le bon timing. Et finalement ça marche parce que bon aussi les Cavs ils avaient peut-être pas assez préparé le match et dans une série ça marchera peut-être pas autant aussi. On sait qu'il y a des vraies qualités aussi chez les Cavs, mais ça a bien marché. Et il y a vraiment ce côté avec le Thunder et cette défense vraiment all-time cette saison où c'est intéressant, c'est de se dire, en fait, on fait tout ou rien, tu vois. C'est-à-dire que quand il y a un joueur qui drive, en fait, on y va à fond, quitte à laisser un énorme shooter libre, on y va à fond parce qu'en fait, on a confiance au fait qu'on a des gars qui ont de l'envergure et qui vont pouvoir gêner la passe. Et on a confiance au fait que si jamais en fait on va à 3 sur un joueur, il y a quand même les autres joueurs derrière qui font les bonnes rotations pour faire les bons close-out, quoi. Ouais, et cet aspect d'hyper-agressivité, on en a parlé la dernière fois en MP, où moi j'aimerais bien faire, je sais pas si c'est un podcast ou écrire un article sur un peu j'ai l'impression qu'il y a une forme de révolution défensive dans la NBA et qui est vraiment basée sur cette hyper-agressivité qui pour moi alors très très clairement vient de l'Euroleague ou du jeu FIBA. Et on a des coachs, Kenny Atkinson est un bon exemple d'ailleurs de coachs qui pour le coup ont coaché en FIBA vu que c'était l'adjoint de Vincent Collet. Et alors Degno c'est moins le cas, mais je trouve qu'effectivement OKC est assez typique de ça. Tu l'as dit sur les drives, moi je l'ai dit sur tout ce qui est balle au poste. On sait que pour attaquer le small ball, en fait il y a un piège dans lequel il ne faut pas trop tomber. C'est le piège, moi je trouve sur l'attaque du small ball, de l'attaquer par le jeu au poste.
On avait vu par exemple à l'époque, tu sais, des Rockets de Mike D'Antoni, là, quand ils avaient joué leur small ball. Au début, les équipes essayaient de l'attaquer par le poste, mais en fait, c'est terrible parce que en fait, tu flingues complètement ton rythme. Généralement, tu prends plein de prises à deux et la contrepartie du small ball, tu l'as dit, c'est la mobilité. Donc en fait, les close-outs sont pas si mauvais. Et en fait, juste parce que déjà tu flingues ton rythme, tu te fais avoir. Et donc souvent, la bonne façon d'attaquer Ouais, le small ball, c'est le pick and roll. Et moi, j'adore leur défense du pick and roll quand ils sont en small ball. Je les trouve hyper agressifs sur le porteur, qui sont un bon playmaker. Et en fait, tu sens que leur but, c'est le pivot, qui est souvent un pivot remplaçant, ou les joueurs autour qui sont pas des top playmakers. Ça sera à eux de faire la décision. Et on accepte complètement, comme tu l'as dit, tu vois, avec des prises à 3, des prises à 2, de se laisser dans des situations de sous-nombre à partir du moment où le mec qui a la balle en main, c'est un mauvais playmaker. Et ils se font confiance là-dessus. Et donc, je trouve que face à eux, souvent, en fait, le pivot est obligé d'être trouvé dans le short roll, mais sauf que c'est voilà, un pivot second unit, donc il n'y a pas capacité de gérer ça, et qui se retrouve face à des joueurs, tu l'as dit avec la longueur, qui sont d'une agressivité sur les lignes de passe. Parce que je pense que tu veux peut-être en parler, mais l'agressivité sur cette version-là de Shai sur les lignes de passe, de Kayson Wallace, de Lou Dort, de J-Dub, enfin, je pense qu'au bout d'un moment, tu vois, je sais pas si tu ressens ça, mais moi, je ressens parfois c'est des séquences courtes, hein, ces séquences de small ball, mais la peur de faire la passe des équipes. Vraiment de faire des passes un peu longues, tu vois. Les passes un peu longues dans la raquette, là, elles flippent un peu de les faire, les équipes. ouais, et puis non, mais c'est vrai qu'il y a une notion de playmaking défensif dans cette équipe qui est vraiment impressionnante. Et parce qu'au final, tu as des joueurs en pure défense individuelle. Tu vois, un mec comme Shai, quand il est quand même pas très physique en fait, mais il a un tel impact sur le playmaking défensif que moi je serais ok, tu vois, de le mettre au defensive team cette saison, parce que justement en fait à l'heure actuelle, vu qu'il est quand même suffisamment jeune, il a un moteur. Après bon, il y a des mecs jeunes qui ont pas de moteur en défense, mais il a encore un gros moteur et il a un tel niveau de playmaking défensif que du coup il compense le fait que on ball c'est un peu compliqué, mais vu qu'il y a beaucoup de monde et il est caché, donc c'est pas vraiment un souci. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant quoi. Après un autre truc avec OKC, c'est tu vois contre les Cavs, il y a un truc qu'ils ont très bien fait, c'est en fait les Cavs ont l'habitude cette saison, enfin ça fait partie de leur identité, de run beaucoup de dribble and off et notamment de get action aussi. Et en fait eux ce qu'ils ont fait, c'est on va pas tu peux juste nous rappeler ce que sont les get action? Ouais, les get action, c'est par exemple tu as un meneur qui envoie la balle une passe normale au pivot qui vient ensuite courir vers le pivot et le pivot lui remet tout de suite quoi. Donc ça c'est une get action. Et donc sur ces phases-là, en fait, eux, ils ont vraiment empêché les Cavs de run ces actions, ce qui fait que tu as eu des blind pigs. Donc c'est une action pour contrer en fait le fait qu'une équipe t'empêche de faire ces séquences-là. Et en fait, les Cavs, ils ont pas été suffisamment challengés, je pense, en régulière comme face au Thunder. Donc ils n'ont pas eu l'habitude de run ces actions. Donc c'était compliqué pour les Cavs. Et c'est un job qu'ils ont super bien fait, c'était d'empêcher les Cavs de run leurs actions fétiches, quoi. Donc c'est encore un élément, tu vois, de la défense de Casey impressionnant. Et grâce au 5-out, ils ont pu aussi être beaucoup plus disciplinés là-dessus. Et justement, une autre encore qualité de la défense de Casey, c'est la discipline en défense. Ça se voit. En fait, ça s'est beaucoup vu aussi contre les Cavs, mais ça se voit pas trop peut-être en régulière parce qu'ils ont un free throw rate assez élevé en défense. Que quand tu es agressif, forcément, de temps en temps, ça siffle contre toi. Mais il y a eu deux séquences intéressantes contre les Cavs où en fait c'est Dort qui se retrouve sur Evan Mobley. Et en fait, jusqu'à qu'Evan Mobley arrive au cercle, donc il essaye de le contenir physiquement. Et au dernier moment, il l'arrête totalement de défendre pour pas faire faute, tu vois. Et il laisse Evan. Donc ensuite, tu as Jalen Williams en aide qui vient aider. Et en fait, il laisse Evan pour pas faire faute. Et vu qu'Evan était un peu déboussolé, il se disait putain, merde, c'est bizarre, tu vois. Il a totalement arrêté de défendre. Et il a loupé 2-3 lay-ups comme ça. Donc c'était intéressant. Et encore une autre qualité, voilà, c'est la discipline en défense quand il faut du Thunder, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec l'ensemble de ce que tu as dit. Est-ce que tu as d'autres mots à dire sur leur small ball pour le coup et sur leur défense en fait, surtout du small ball, parce qu'on a beaucoup tourné autour de leur défense. Ouais, un dernier truc, c'est ils ont beau avoir la meilleure défense de la ligue, ça reste quand même la pire équipe pour l'instant en rebond défensif. Ouais. Donc comme quoi, c'est de dire la marge qu'ils peuvent avoir aussi sur les postes intérieurs. C'est que après, donc du coup, ça nous permet de, enfin, on peut avoir des doutes sur les playoffs parce que t'as beau avoir une superbe défense, si jamais tu te fais à nouveau tabasser sur le rebond off,
comme face aux Mavs, bah, le rendement de ta défense va en perdre un coup. Mais ouais, c'est quand même, c'est vraiment impressionnant. Je sais pas s'il y a déjà eu une équipe qui a été meilleure défense de la ligue avec un tel defensive rating, tout en étant une équipe en fait très mauvaise sur le rebond défensif, quoi. Moi, ce que je trouve rigolo, tu vois, avec la façon dont ils défendent, notamment sur les séquences là sans big, c'est qu'ils sont bien, tu vois, dans la mouvance de la NBA actuelle, moi je trouve, qui est de générer des runs. Où je trouve qu'on est de moins en moins dans des équipes qui essayent d'avoir une bonne défense constante et qui privilégient sur certaines séquences, hein, avec des plans bien particuliers, et leur small ball, tu vois, c'est pas leur jeu de fond, hein, c'est des jeux par séquence, où là-dedans ils sont pleinement dans notre but là, c'est de générer du run. C'est pas tant d'être globalement bon en défense, c'est de faire des vrais pushs en fait. Et donc, voilà, hyper agressivité sur les lignes de passe, on tend des inters partout. Et en fait, tu vois, tu sens qu'ils se disent, allez là, on se donne 4 minutes hyper agressives, et ça marche souvent d'ailleurs, 4 minutes hyper agressives, et sur ces 4 minutes-là, ce qu'on veut, c'est pas, tu vois, temporiser le temps qu'Hartenstein se repose, et que quand ils reviennent, en fait, on n'est pas pris trop cher. Non, 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 là, on tente le tout pour le tout sur les 4 minutes, et de toute façon, on a suffisamment confiance sur notre jeu avec Hartenstein pour se dire, si jamais ça marche pas, on va compenser. Mais donc, on se jette sur la ligne de passe, on joue vite, on met de la relance et on est hyper agressif. Et moi, je trouve que ça, c'est un. Je pense que d'autres équipes vont reproduire ça parce que c'est assez efficace déjà. Et parce que du coup, tu subis moins en fait ta rotation. Tu la subis moins et tout ce que tu subis pas, ben, t'es bien content de. Enfin, c'est quand même psychologiquement une approche des séquences intéressante de se dire je vais pas subir en fait. Je tente de le faire. Tu vois d'autres éléments sur leur small ball ou est-ce qu'on passe Non, je pense qu'on a dit pas mal de trucs, quoi. Eh bien, passons à Chet là-dedans, puisque on dit tout ça, mais il reste un dernier truc, c'est que Chet il joue pas et qui sera là pour le coup pour la deuxième partie de saison et puis pour les playoffs et que n'oublions pas quand même que Chet quand il est là, alors on pourrait débattre avec J-Dub, mais moi je trouve que c'est leur deuxième meilleur joueur, le deuxième joueur le plus impactant en tout cas. Et en plus il me semble qu'il avait fait un bon début de saison, qu'il avait fait un très bon début de saison. Alors, moi, je trouve que ce qui est intéressant avec Chet là-dedans, c'est, tu l'as dit, il y a un problème au rebond défensif. Moi, je trouve qu'ils ont toujours un problème quand même qui peut exister face aux match-ups qui sont très physiques. Et tu vois, c'est rigolo parce que quand tu reprends l'exemple du match contre les Cavs, qu'on a beaucoup pris, mais sur leur défaite, en fait, tu as les mêmes marqueurs que leur défaite contre Dallas en playoff. La façon n'est pas tout à fait la même parce que la façon d'attaquer, notamment de Dallas, n'était pas la même. Elle était beaucoup plus lente et avec beaucoup moins de passing. Mais tu retrouves quelques marqueurs. Tu retrouves le marqueur du rebond offensif. Dans le match qu'ils perdent contre les Cavs, 38% de rebond offensif pris par les Cavs, 90e percentile. C'est exactement les mêmes marqueurs que contre Dallas. Tu retrouves le fait qu'ils ont eu du mal à limiter la fréquence d'accès au cercle. Que la protection de cercle était naze. Et moi, j'ai trouvé globalement que, alors, j'ai rarement vu un match avec des stats aussi trompeuses pour un pivot. Les stats de Hartenstein sur le match sont hyper flatteuses. Je crois qu'il doit faire à 16 points, 14 rebonds, 8 passes, un truc comme ça. Alors que moi, j'avais eu la sensation qu'il s'était fait défoncer par Jarrett Allen et Evan Mobley. Et donc, tu sens encore qu'il y a une possibilité d'aller les chercher, comme les Mavs sont allés les chercher l'année dernière, sur hyper physicalité, on agresse l'intérieur, parce que ça reste une équipe qui joue quand même petit, longue mais petit, ils sont pas très lourds, et on essaye d'insister là-dessus. Et je trouve que moi, Chet, en fait, je trouve qu'il peut équilibrer ça. Parce que tu vois, dans le match contre les Cavs, je me suis typiquement dit, ouais, mais là, en fait, là, si à ce moment-là, déjà, il n'y a plus de séquence de small ball, que tu as toujours un grand, peut-être pas tout à fait la même, et qu'en plus, sur les séquences, notamment, tu sais, sur le début de match, où Mobley et Allen sont très présents, tu dis, allez, là, je vais mettre Hartenstein et Chet. Et je pense que tu peux compenser, en fait, ce manque de physicalité, au moins par, tu vois, la longueur de Chet et la verticalité qu'il a. Et je pense que pour le coup, il peut vraiment ajouter ça. Je sais pas si tu le sens pareil. Non, je suis d'accord, ouais. T'as bien expliqué ça. J'ai vu des mecs dire... En fait, le truc, c'est que le Thunder, sur le premier match contre les Cavs, sur pas mal de séquences, à la fin du match, ils se sont dit, OK, on va blitz Garland ou Mitchell sur le pick and roll, ou le porteur de balle. Et eux, on préfère se faire battre par le Mobley sur short roll ou Allen sur short roll que de laisser Garland faire son délire et tout, parce qu'en fait, il est trop fort balle en main, et voilà. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que c'est vrai que derrière, il y avait personne, en fait. Enfin, tu avais soit Allen sur short roll avec Mobley dans le corner pour venir cut et apporter du spacing vertical donc sur un cut, soit l'inverse. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas la taille pour répondre.
Et donc, il y a un tel niveau aussi de passing des porteurs de balles que du coup, ça n'a pas marché. Et c'est vrai qu'avec Chet, c'est pas la même chose. Enfin, l'envergure de Chet, qu'il soit mis ou pas avec Hartenstein, c'est quand même pas la même chose. Maintenant, le plan défensif était peut-être pas le bon aussi à ce moment-là. Mais oui, c'est sûr que défensivement, Chet, tu sais ce qu'il apporte et tout. Et ça se voit pas trop en régulière parce qu'ils ont un tel niveau défensif, un tel niveau plancher de manière globale que tu te dis, bah ouais, ils se démarrent plutôt bien en régulière. Mais la question, c'est comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'adapter à tout type de match-up et à tout type de configuration de match face à une certaine match-up. Et là, avec Chet, tu as quand même un profil incroyable pour encore. Enfin, peut-être que les ratings défensifs seront pas bien meilleurs, ou voire même meilleurs avec Chet, mais tu sais que dans un contexte de playoff, ce sera évidemment un énorme plus, quoi. Vous pouvez retrouver sur le site aussi un article qu'avait écrit FD sur l'impact de Wembanyama sur la géométrie de la défense. En fait, je vous la fais courte, mais en gros, il expliquait que par ces longs segments, il était capable, en fait, sur des situations de 2 contre 1 où lui était mis en roamer, donc en défenseur corner qui vient aider dans la raquette, à la fois en fait de faire de la dissuasion intérieure et de repartir sur le shooter à 3 points si nécessaire, et puis aussi avec ces longs segments de gêner la passe. Je vous la fais très très courte, allez voir l'article, vous aurez plus de détails. Moi je trouve que Chet, ça joint à ce que tu dis, hein. Chet il a un peu de ça, tu vois. Il a ce côté où tu pourras le mettre un peu en roamer sur ces situations, faire le choix de blitz, donc blitz c'est prendre presque une prise à 2 sur le porteur de balle, donc imaginons tu vois Hartenstein qui sort à 2 avec ce sera peut-être Cason Wallace, tu vois par exemple c'est Garland qui a la balle, trapper, et en fait Chet il peut te gérer les 2 mecs parce qu'il peut à la fois ressortir sur le shooter si nécessaire. Si tu essaies d'attaquer sur la verticalité, bah, il est tellement grand que ça va gêner aussi. Et effectivement, il a cet apport-là, et qui pour moi peut être un vrai atout supplémentaire qu'ils ont. L'autre élément, quand même, hein, c'est que même si on aime beaucoup leur défense en small ball, bon, tu l'as dit, elle a quand même une vraie limite, c'est leur défense du cercle, hein, quand même, ça existe. Et notamment dans des rotations plus resserrées de playoff, où tu vas rencontrer des équipes qui auront peut-être toujours un intérieur dominant. Par exemple, quand tu vas jouer en playoff, tu auras du mal en fait à poser ton small ball. Et donc, ce qui est intéressant avec Chet, c'est que c'est le fond de leur jeu, c'est que tu peux faire du vrai 5-out tout en ayant un protecteur de cercle. Parce que Chet, c'est quand même un animal particulier. Pour le coup, c'est une licorne particulière, c'est que c'est un vrai bon shooter. C'est un vrai bon shooter. Donc, c'est pas un faux 5-out que tu as comme tu peux avoir, tu vois, par exemple, avec Wemby, où on le respecte, mais tu vois, dans le fond, Wemby, on ne sait pas encore complètement si c'est un vrai bon shooter ou pas. Je sais pas si tu trouves, mais moi je trouve que chez Chet, il y a déjà ce côté-là de tu peux pas le laisser open en fait. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que Wemby, c'est encore un bien meilleur shooter que Chet. Mais bon, c'est pas le sujet, je pense. Mais, parce que Wemby, en fait, là, il montre qu'avec un volume, il y a l'efficacité qui suit. Chet, je trouve qu'il a pas encore montré, en fait. Et en playoff, on a vu que quand on lui demandait de rentrer ses shoots, en fait, il les a pas rentrés, Chet. Alors, t'as raison, bon, factuellement t'as raison. Ouais. Factuellement t'as raison, et pour autant pendant la saison il a eu un petit coup de moins bien un mois avant les playoffs, mais pendant la saison il était plutôt très efficace. C'est aussi la découverte des playoffs pour lui, mais t'as raison. Et puis c'est vrai que Wemby là il est en train de montrer qu'effectivement il peut shooter, mais ouais, je trouve qu'il y a un respect du shoot de Chet. C'est vrai que Dallas l'avait pas tant fait que ça, mais qui est un peu automatique, qui fait qu'il t'offre une vraie possibilité de 5-out avec la protection de cercle, un peu comme ce que peut proposer Wemby. Et qui du coup est une option hyper intéressante, tu vois, pour OKC. Alors après, effectivement, si les playoffs s'enchaînent et qu'il n'arrive pas à reproduire en playoffs ce qu'il produit en régulière sur le shoot, ça sera embêtant. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils ont commencé un peu à le refaire, ce vrai 5-out avec un big shooter. Et d'ailleurs, il vous a fait mal, enfin je te dis vous, c'est pas très respectueux, mais il a fait mal aux Cavs dans le deuxième match. J'ai mangé son nom. Comment il s'appelle leur intérieur? Carlson. Qui lui est vraiment le vrai profil, tu vois, le grand. Alors il est pas très mobile par contre, mais le grand shooter protecteur de cercle, quoi, tu vois. Ouais. Brandon Carlson. Putain, qui a déjà 25 ans. Je pense pas qu'il était aussi vraiment inconnu au bataillon. Et donc, et c'était fonctionnel en plus. En plus, on a vu que c'était un minima contre les Cavs, c'était assez fonctionnel. C'est un rookie, lui? Ah ouais, c'est un rookie, c'est la première saison. Ok, 8 matchs NBA. Super. 155 de PSA, voilà. Ok, si. Mais que personne connaît, qui arrive. Ils sortent des mecs, des fois, franchement, ça fait peur.
Ah bah lui vraiment quand il arrivait sur le terrain contre les Cavs, je savais pas que c'était quoi. Qu'est-ce qu'il fout là? Et puis je vois prendre des shoots, il met dedans, je vois qu'il est grand, qu'il protège le cercle. Je fais, ok d'accord. Ok, il y a des mecs comme ça qui traînent au fin fond d'effectif, tu vois, dans le vide-grenier là. Intéressant. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur OKC? Est-ce que pour toi on a fait le tour sur cette question du secteur Euh, intérieur? Juste sur l'utilisation de Chet en attaque, en fait, ce qui est intéressant, oui, c'est son shot making, ce qui fait que tu peux déjà l'utiliser dans des systèmes, des staggers, des pin down, voilà, des 2 écrans, un écran. Le seul truc, c'est que, en fait, il a quand même un handle suffisant aussi pour être utilisé on ball, pour moi. Notamment sur la transition, il y a quand même, enfin, si tu te fais un highlight des drives de Chet, tu as quand même des très bonnes actions. Après, un peu comme Wemby, un peu comme Mobley, c'est des mecs très forts que tu peux utiliser on ball, mais c'est quand même des mecs qui ont un tel physique et une telle qualité intrinsèque, notamment au shoot, parce qu'ils ont grandi, tu vois, je pense qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils bossent leur shoot assez jeunes pour devenir encore meilleurs en NBA et pour débloquer pas mal de choses en attaque. Mais tu es quand même limité de les utiliser on ball parce que vu qu'ils ont un centre de gravité très haut, finalement, bah, quand tu les challenges un peu, même pas forcément avec des grands en fait, tu vois, on a vu par exemple un Wemby se faire challenger par Westbrook quand on lui donnait la balle sur l'elbow, et en fait il pouvait pas faire grand chose parce que s'il posait un dribble, bah, t'as Wemby qui lui sautait dessus, et en fait ça faisait interception. Donc il y a quand même, sur ces profils-là, c'est des profils incroyables qui seront sans doute des top 10 joueurs NBA les 3 à un moment donné. Après Wemby, ce sera le meilleur joueur du monde à un moment donné, tu vois. Et ça se trouve, Chet et Mobley, ça se trouve, ça peut être des top 5, top 8 en fait. Parce que voilà, il y a un tel niveau élite en protection de cercle et en défense. Il y a un vrai shot making. Il y a aussi, c'est quand même des gars qui ont Wemby et Mobley notamment, une vraie bonne vision du jeu, un vrai bon passing. Mais sur ces profils-là, vu qu'ils ont un centre de gravité hyper haut, tu peux pas avoir en fait une fréquence de drive très forte par rapport à d'autres joueurs. Donc il y a toujours j'ai l'impression qu'il y a un espèce de plafond sur ces mecs-là, sur leur utilisation on-ball. Après, c'est pas un problème en soi parce qu'ils sont tellement dominants sur d'autres aspects du jeu que ça se trouve, ils tourneront quand même à 30 points par match avec des super stats sans être à plus de 10 drives par match. Mais ouais, je pense qu'à chaque fois à chaque fois qu'ils sont un peu challengés physiquement par certaines équipes et par certains schémas défensifs, tu te rends compte qu'il y a une limitation un peu intrinsèque à leur utilisation on-ball, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment l'élément particulier de Chet. Alors ça s'est pas effectivement vu en playoff, étonnamment. Mais moi c'est là où il m'impressionne le plus. Moi c'est sur le drive. Alors en plus il est utilisé, tu as raison. La dernière OKC ne se privait pas de l'utiliser sur du drive, sur du mismatch. Et moi ouais, pour moi c'est là où il est vraiment différent, Chet. C'est que il est il est hyper dangereux sur drive, il est hyper dangereux après 2 dribbles parce qu'il a vraiment le pull-up, tu vois, sur le mi-distance. L'année dernière, sur sa saison pleine, il était quasiment à 7 drives par match, à 58% de réussite au tir sur les drives pris. Pour vous donner un ordre d'idée et de comparaison, Wembanyama, cette saison, il est à 4,4 drives par match. Donc on n'est pas à 2 fois plus de drives, mais on est à 50% de drive en plus par match. Donc c'est quand même vraiment plus important. Le système veut ça aussi. Hein. Le système veut Ouais, ça c'est pas aussi. les mêmes coéquipiers, ouais, mais ouais. Ouais, non mais complètement. Et puis même l'envie de jeu d'OKC est clairement là-dessus, donc ça compte. Mais ce que je veux dire, c'est que Chet, l'année dernière, en saison régulière, a vraiment montré des capacités de drive qui étaient assez incroyables, qu'il n'a pas su reproduire en playoff. Ça, je suis complètement d'accord. Et c'était une vraie question qu'on s'était posée, est-ce qu'il serait capable de le faire? Réponse non. De la même façon qu'on s'était posé la question, est-ce que Dort sera capable de mettre dedans en playoff alors qu'il l'a pas fait durant toute sa carrière? Réponse non. Et c'est tout le Ouais. problème d'OKC qui va mobiliser des shooters moyens sur du shoot d'agro volume, des drivers moyens sur du drive à haut volume. C'est peut-être toute la limite de leur jeu. Et on verra jusqu'où pose cette limite. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est l'élément intéressant. En fait, c'est pour ça qu'ils peuvent faire du vrai 5-out quand il est là. Parce qu'ils ont vraiment 5 joueurs qui peuvent driver. Et en plus, il a ce cheat code et en plus, il protège le cercle. Et donc, forcément, il viendra à appuyer ça. Peut-être juste un tout dernier mot sur un joueur qui faisait une bonne saison l'année dernière, qui globalement a toujours été dans le projet, qu'on voit moins cette année. Peut-être moins en confiance, moins impliqué. Je ne sais pas s'il a été blessé. C'est Jalen Williams, pour le coup. Qu'on voit un peu moins. Je crois qu'il a des très bonnes stats de réussite au tir, mais il préfère effectivement privilégier ce small ball, quitte à le faire jouer un peu moins. Mais je me demande s'il n'a pas été un petit peu blessé, Jalen Williams, dans la saison. Je crois, ouais. Ouais.
Toi, t'as un avis sur lui? Parce qu'il peut être une. Putain, ils ont tellement de joueurs, hein, c'est quand même. Alors qu'il en reste encore 1000 pics de draft. Euh, En fait, le problème de Jennings, c'est qu'à côté de tous ces joueurs hyper forts à OKC, en fait, il fait vraiment tâche, quoi. Genre, je sais pas s'il est si mauvais que ça, mais je trouve qu'à OKC, il a pas sa place. Après, en régulière, en vrai, ça passe, tu vois. Genre, c'est pas très grave. C'est quand même un mec qui a un moteur. Il est pas si petit que ça. Il est capable de rentrer ses shoots. Sur short roll, il a pas un mauvais passing non plus, mais c'est plus, en fait, dans un tel contexte ultra compétitif d'OKC, ouais, il a pas sa place. Après, dans une équipe middle ou bottom de la ligue, je pense qu'il peut avoir un rôle, hein, mais là, OKC, je trouve que ça fait tâche, quoi. Mais du coup, bah, dans la rotation, c'est le troisième pivot, quoi. Ouais, ils avaient même préféré en début de saison Ousmane Dieng, hein, en pivot à certains moments à lui. Parce que pour le coup, il a le drive en plus. Même s'il est, il n'est pas moins grand, mais c'est moins un intérieur que lui. Mais bon, Ousmane Dieng, il a toujours ces énormes problèmes d'efficacité au tir qui le rendent pas vraiment jouable encore à ce jour. Bah écoute, est-ce qu'on conclut là-dessus ou est-ce que tu vois une dernière chose à dire? Non, c'est bon. Et ben on va conclure là-dessus. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, j'ai oublié de le faire au début, il faut que je le fasse au début, pas à la fin. On a ouvert un Discord pour pouvoir discuter sur lequel... En fait, depuis le début du podcast, on voit bien que vous êtes de plus en plus à écouter. On aimerait bien rendre ça interactif. Il y a de la zone commentaire, effectivement, sur YouTube qui peuvent permettre de le faire. N'hésitez pas, on vous répond d'ailleurs. Mais on s'est dit qu'ouvrir un Discord pourrait être intéressant aussi pour ça. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord que vous pouvez retrouver sur le Twitter. On va vous le mettre un peu partout. Et puis surtout, restez connectés. On trouvera rapidement de quoi parler. À plus!